Novembre 2011. Dans les librairies françaises, un livre apparaît sur les étagères, coincé entre les romans policiers et les biographies de vedettes. Il s'appelle « Pour une poignée de cerises ». Son auteur est un commerçant lyonnais à la retraite, un homme de 65 ans qui a tenu pendant des années un magasin de textiles dans sa ville. Un grand-père, un notable discret. Et dans les pages de ce livre, publié aux éditions Michel Lafon, cet homme reconnaît, noir sur blanc, avoir participé à ce que la presse française a appelé pendant 40 ans le casse du siècle, le braquage de l'hôtel des Postes de Strasbourg. 1 milliard d'anciens francs, volés en moins de 5 minutes, sans un seul coup de feu, le 30 juin 1971. Un butin jamais retrouvé. Un crime pour lequel personne, je dis bien personne, n'a jamais été jugé. Et voilà que 40 ans plus tard, l'un des hommes qui se trouvait dans ce couloir de la poste centrale l'écrit tranquillement dans ses mémoires, le revendique à la télévision, signe des dédicaces. Pourquoi ? Parce qu'il ne risque plus rien. La prescription est passée. La justice française a définitivement refermé le dossier sans jamais avoir pu l'ouvrir vraiment. Cet homme s'appelle Edmond Vidal. Le milieu l'appelait Momon. Et le groupe auquel il appartenait, les policiers, les juges et les journalistes, lui ont donné un nom qui est entré dans l'histoire criminelle de ce pays, le gang des Lyonnais. Bienvenue dans le dossier. Je m'appelle Lazare, et ce que je vais vous raconter ce soir, ce n'est pas la légende dorée que le cinéma vous a vendue. En 2011, le réalisateur Olivier Marchal a sorti un film, Les Lyonnais, avec Gérard Lanvin dans le rôle de Vidal. Un beau film, sombre, romantique, avec des hommes d'honneur, des amitiés d'enfance, des trahisons. Ce film a fait entrer le gang des Lyonnais dans la mythologie nationale, quelque part entre Mesrine et les tontons flingueurs. Mais moi, je ne fais pas de cinéma. Je lis les dossiers. Et quand on lit les dossiers, quand on remonte les archives de la police judiciaire, les comptes rendus du procès de 1977 devant la cour d'assises du Rhône, les travaux de la commission d'enquête parlementaire de 1982 sur le service d'action civique, on découvre autre chose. On découvre une décennie de 1967 à 1977, pendant laquelle une équipe d'une dizaine d'hommes a commis plus de 30 vols à main armée sur le territoire français. On découvre un juge d'instruction abattu de 3 balles en pleine rue, à Lyon, le premier magistrat assassiné en France depuis la Seconde Guerre mondiale, un crime jamais élucidé à ce jour. On découvre un enfant de 9 ans enlevé contre rançon. Et on découvre surtout un État qui, pendant 10 ans, a couru derrière ces hommes sans jamais réussir à les prendre en flagrant délit. Pas parce que ces hommes étaient des génies, mais parce que le système, celui de la police, de la justice, de la banque, de la politique, des années 70, avait des trous béants. Et que ces hommes, eux, avaient parfaitement compris où étaient les trous. On ne va pas vous raconter des monstres. On va vous montrer un système qui a lâché. Mais pour comprendre comment une bande de ferrailleurs, de proxénètes et de repris de justice a pu tenir tête à la République pendant 10 ans, il faut d'abord retourner à Lyon, à la fin des années 60. Et il faut comprendre ce qu'était cette ville. Lyon, dans ces années-là, la presse ne l'appelle pas la capitale de la gastronomie. Elle l'appelle Chicago-sur-Rhône. La deuxième agglomération de France est alors une place forte du proxénétisme, du racket, des cercles de jeux clandestins et des règlements de compte. Le grand banditisme lyonnais a ses figures, ses territoires, ses bars, ses codes. Au sommet de cette hiérarchie officieuse, un nom revient dans tous les rapports de police de l'époque. Jean Auger, considéré par les enquêteurs comme le parrain de la pègre lyonnaise. Retenez ce nom. Il va compter. En dessous, des équipes se font et se défont. L'une des plus actives de la décennie précédente s'appelle la bande du Gros Caillou, du nom de ce quartier de la Croix-Rousse qui domine la ville. Son chef de file, Pierre Raymond, jouit d'une solide réputation dans le milieu. Selon les archives du journal Le Monde, sa bande s'est vue attribuer plusieurs dizaines d'actes de banditisme. Mais en 1969, une opération conjointe des polices françaises et espagnoles démantèle une grande partie du réseau. Raymond, lui, est abattu lors de son interpellation dans un café du quartier d'Annay à Lyon. La place est libre. Et dans le milieu, une place libre ne le reste jamais longtemps. C'est ici qu'entre en scène le premier personnage de notre dossier. Il s'appelle Pierre Pourrat.
40 ans à la fin des années 60. Un homme que la vie n'a pas gâté, l'assistance publique, les maisons de correction, la prison. Un pur produit de ce que la République fabriquait alors en série dans ses institutions pour enfants abandonnés, avant de s'étonner de les retrouver, 20 ans plus tard, dans les fichiers du grand banditisme. Pourra a été introduit dans le milieu lyonnais par Pierre Raymond lui-même. Quand la bande du Gros Caillou tombe, Pourra, qui n'est pas concerné par le coup de filet, comprend que le moment est venu de monter sa propre équipe. Dans le milieu, on ne dit pas un gang, on dit une équipe, comme au football. Sauf que le ballon, ici, ce sont des sacs de billets et des fusils à canon sciés. Le premier homme que Pourra va chercher s'appelle Johanny Chavel. Une trentaine d'années, déjà fiché au grand banditisme, vétéran de la guerre d'Algérie. Le milieu l'appelle le Gros Jeannot. Chavel vient de rompre son association avec une figure de la pègre locale, Claude Guéry, parce qu'il est persuadé, selon les récits recueillis par les enquêteurs, que les indiscrétions de Guéry finiront par le perdre. Retenez ce détail, lui aussi. Chavel, l'homme qui se méfie des bavards, l'homme qui quitte un associé parce qu'il parle trop. Le destin, parfois, a un sens de l'ironie très cruel. Nous y reviendrons. L'année suivante, en 1970, Chavel a besoin d'un chauffeur. Un bon. Quelqu'un qui connaît la route, qui garde son sang-froid. Et surtout, quelqu'un de confiance. Il pense à un ancien codétenu. Un garçon qu'il a connu derrière les barreaux et qui vient tout juste de sortir de prison. Un ferrailleur d'une vingtaine d'années, costaud, tête brûlée mais fiable, qui a grandi dans la misère des quartiers populaires lyonnais et qui racontera plus tard, dans son autobiographie, avoir connu sa première incarcération à l'adolescence pour un vol de cerises. Une poignée de cerises. C'est de là que viendra le titre de son livre. Cet homme, c'est Edmond Vidal. Momon. Et il faut s'arrêter 2 secondes sur ce que représente ce recrutement, parce que c'est exactement là que le système commence à apparaître en creux. Vidal n'est pas né criminel. Personne ne naît criminel. Vidal est un gamin des marges, issu d'un milieu très pauvre, fier de ses origines, passé par la case prison pour des broutilles à un âge où d'autres passent le baccalauréat. Et qu'est-ce que la prison française des années 50 et 60 a fait de ce gamin? Elle lui a fourni un réseau, des contacts, une école. C'est en détention que Vidal rencontre les hommes avec qui il braquera plus tard. La prison comme centre de formation professionnelle du banditisme. Le phénomène est documenté depuis des décennies par les criminologues. Et un demi-siècle plus tard, les rapports parlementaires sur les narcotrafiquants recrutés en détention décrivent exactement le même mécanisme. Le système n'a pas seulement échoué à arrêter le gang des Lyonnais, il a contribué à le former. Le duo Pourra-Chavel ne s'arrête pas là. Pour les coups d'envergure qu'il prépare, il leur faut un homme d'expérience, un professionnel réputé pour son sang-froid absolu. Il recrute Nicolas Kaklamanos, que le milieu surnomme Nick le Grec. Kaklamanos présente un avantage supplémentaire, et pas des moindres. C'est un proche de Jean Auger, le parrain. Autrement dit, l'équipe naissante s'assure une forme de bénédiction, ou au minimum de neutralité, de la part du pouvoir en place dans la pègre lyonnaise. Puis le cercle s'élargit avec les proches de Vidal, Pierre Zakarian, dit Pipo, et Michel Silmetzoglou, dit Michel le Grec, 2 proxénètes notoires selon les fiches de police, ainsi que Jean-Pierre Gandebeuf, dit Christo, et Jean-Pierre Mercarian, dit Mardir. Un noyau dur de 8 hommes, d'après les enquêteurs, avec autour d'eux un cercle plus large d'une quinzaine d'individus mobilisables selon les besoins, des frères, des cousins, des connaissances de confiance, que la justice ne parviendra d'ailleurs jamais à relier formellement au gang. Voilà l'équipe. Des surnoms de cours de récréation, des origines arméniennes, grecques, gitanes, italiennes, le prolétariat immigré de la métropole lyonnaise. La police leur donnera plusieurs noms au fil des années. Le gang des blouses bleues, à cause des tenues de travail qu'ils enfilaient pour leurs attaques. Le gang des estafettes, à cause de leurs véhicules fétiches. Et puis un 3e surnom, que je ne reprendrai pas à mon compte, parce qu'ils visaient leurs origines et pas leurs actes, et qu'ici, on juge des faits, jamais des origines. L'histoire retiendra finalement le nom le plus simple, le gang des Lyonnais. Mais avant de vous raconter les braquages eux-mêmes, il faut comprendre la méthode.
Parce que c'est la méthode qui explique tout, la réussite, la durée et l'impuissance de l'État. Le gang des Lyonnais ne travaille pas comme les autres. À une époque où le braquage moyen est une affaire d'impulsifs, 2 hommes, un fusil, une caisse de bistrot, l'équipe de Pourrat et Chavel applique à ces opérations ce que les policiers eux-mêmes décriront plus tard comme une rigueur quasi militaire. D'abord, le repérage. Des semaines, parfois des mois d'observation discrète. Les horaires des convoyeurs. Les rotations des fourgons. Les habitudes des employés. Les angles morts des escortes. Ensuite, la logistique. Le gang achète d'occasion des véhicules parfaitement quelconques, des voitures que personne ne remarque, et surtout des Renault Estafette, ces fourgonnettes utilitaires que tous les artisans de France conduisent d'alors. Des estafettes modifiées, préparées, moteurs revus, aménagement intérieur pour le transbordement rapide des sacs, puis les itinéraires de fuite. Et là, c'est peut-être le détail le plus révélateur de leur intelligence opérationnelle. Le gang n'emprunte jamais les grands axes. Il fuit par des trajets atypiques, des chemins de campagne, des itinéraires minutieusement parcourus et chronométrés à l'avance, précisément parce que les barrages de police, eux, se déploient sur les routes principales. Pendant que la gendarmerie verrouille la nationale, l'estafette des Lyonnais roule tranquillement entre 2 champs de maïs. Enfin, la discipline interne. Entre eux, pendant les opérations, les hommes n'utilisent que des sobriquets. Ils vont jusqu'à imiter des accents régionaux pour brouiller les témoignages. Pas d'armes qui traînent, pas de coups de feu si ce n'est pas nécessaire, pas de violence gratuite. En plus de 30 braquages attribués, le bilan humain direct des attaques du gang restera remarquablement bas pour l'époque, ce qui ne les rend ni sympathiques ni inoffensifs, nous le verrons, mais ce qui explique en partie la fascination durable qu'ils exercent. Arrêtez-vous une seconde sur ce que je viens de décrire. Repérage longue durée, véhicule relais, compartimentage des identités, itinéraire d'exfiltration, discipline de communication. Vous savez comment on appelle ça aujourd'hui dans les rapports d'Europol sur les réseaux criminels? De la contre-surveillance et de la sécurité opérationnelle. Ce que les organisations criminelles modernes font avec des messageries chiffrées et des voitures de location, le gang des Lyonnais le faisait avec des accents contrefaits et des fourgonnettes d'occasion. La technologie change. La logique, jamais. Et en face, dans les années 70, qu'est-ce qu'il y a? Une police judiciaire sans fichier informatisé, digne de ce nom, sans ADN, sans vidéosurveillance, sans téléphonie mobile à exploiter, où la coordination entre les services régionaux se fait par courrier et par téléx. Une police qui dépend presque entièrement de 2 outils, la filature et l'indicateur. Retenez bien ces 2 mots. Toute la chute du gang tiendra dans ces 2 mots. Le premier fait d'armes d'envergure attribuées à l'équipe frappe un mercredi du début de l'année 1971 à Chambéry. Ce matin-là, 5 hommes déguisés en employés municipaux de la voirie attendent tranquillement, outils à la main, que les convoyeurs de fonds sortent de l'hôtel des postes, chargés de sacs de billets. En quelques secondes, sous la menace d'armes automatiques, les sacs changent de main. Préjudice, 2 200 000 francs de l'époque. Aucun blessé, aucune trace. Des employés municipaux, pensez donc, qui regardent un cantonnier. L'uniforme de travail comme camouflage social. L'invisibilité des métiers, que personne ne regarde. C'est déjà toute la signature du gang. Mais Chambéry n'est qu'une répétition générale. Le vrai coup, celui qui va faire entrer ces hommes dans l'histoire, se prépare à 480 km de Lyon, en Alsace. Et pour comprendre ce qui va se passer le 30 juin 1971 à Strasbourg, il faut regarder le fonctionnement, à l'époque, de la circulation de l'argent liquide dans ce pays. Nous sommes dans une France où tout se paie en espèces. Les salaires pour une large part. Les retraites presque intégralement. Chaque fin de mois, chaque fin de semestre, des montagnes de billets quittent les succursales de la Banque de France pour irriguer les bureaux de poste, qui servent alors de guichet financier à des millions de Français modestes. Fin juin 1971, précisément, l'Hôtel des Postes de Strasbourg, ce grand bâtiment néogothique de l'avenue de la Marseillaise, s'apprête à verser leur pension à des milliers de retraités alsaciens. Il faut donc le réapprovisionner en liquide, massivement. Le matin du mercredi 30 juin, vers 9 h,
un fourgon blindé quitte la succursale de la Banque de France, située à 600 mètres de là, sous escorte de la police nationale. Il pénètre dans la cour intérieure de la Poste. Et c'est ici que se trouve la faille. Écoutez bien, parce que tout le casse du siècle tient dans cette phrase. L'escorte policière ne couvre le convoi que sur la voie publique. Une fois le fourgon dans la cour, une fois les sacs déchargés sur les chariots, les 4 postiers qui poussent ces chariots vers les coffres, à l'intérieur du bâtiment, ne sont plus protégés par personne. Des millions de francs, poussés à bras d'hommes dans un couloir, sans un seul policier. Le protocole s'arrête à la porte. Le gang, lui, avait lu le protocole, car les Lyonnais sont déjà à l'intérieur. 5 hommes, vêtus de longues blouses grises, le vêtement parfaitement banal des ouvriers et des magasiniers de l'époque, se sont introduits dans le bâtiment avant l'arrivée du convoi et se sont postés dans le couloir qui mène au coffre. Personne ne leur a rien demandé. Une blouse grise dans un bâtiment administratif des années 70, c'est un passe-partout absolu. Et le plus stupéfiant reste la préparation de la sortie. Selon les reconstitutions publiées par la presse régionale, une semaine avant le casse, des hommes se présentant comme des serruriers envoyés par l'administration étaient venus changer la serrure d'une porte donnant sur l'avenue de la Marseillaise, précisément celle par laquelle l'équipe comptait s'échapper. De faux artisans, munis de faux ordres de mission, modifiant physiquement la sécurité du bâtiment au nez de tout le monde 8 jours avant l'attaque. Personne n'a vérifié. Personne n'a téléphoné à l'administration pour confirmer. Dans un pays sans culture de la sûreté, la confiance est une porte grande ouverte. 9 heures et quelques minutes. Les chariots s'engagent dans le couloir. Les blouses grises sortent les armes automatiques. Pas un cri, pas un coup de feu. Les postiers, tenus en respect, regardent 8 sacs postaux changés de main. 8 sacs contenant les pensions, les rentes et les salaires de plusieurs milliers de personnes. Les 5 hommes franchissent la fameuse porte à la serrure remplacée, montent dans une fourgonnette beige qui attend avenue de la Marseillaise et disparaissent dans la circulation strasbourgeoise. Durée totale de l'opération, moins de 5 minutes. Butin, 11 680 000 francs. 11 680 000 francs de 1971. C'est-à-dire dans la langue populaire qui comptait encore en anciens francs. Plus d'1 milliard de centimes. Le casse à 1 milliard. Selon les conversions publiées au fil des décennies, cela représente, en pouvoir d'achat actuel, entre 7 et 12 millions d'euros. Volé en 4 minutes, à main nue ou presque, sans effusion de sang. La fourgonnette beige sera retrouvée quelque temps plus tard, près des écluses de Plopsheim, au sud de Strasbourg. À l'intérieur, les enquêteurs ne trouveront qu'une seule chose, une pièce d'1 centime, oubliée à l'arrière. 1 centime, sur 1 milliard. Vous vouliez une image de l'impuissance de l'État ce jour-là? La voilà. Dès le lendemain, les journaux titrent sur le casse du siècle. La sirène de l'hôtel des Postes a hurlé dans tout le quartier, la foule s'est massée avenue de la Marseillaise, un jeune journaliste stagiaire des dernières nouvelles d'Alsace, François Burgard, tout juste sorti de l'école de journalisme de Strasbourg, se retrouve propulsé sur l'affaire de sa vie. La France entière découvre qu'on peut vider la poste centrale d'une préfecture, sous escorte policière, en pleine matinée, sans tirer une seule balle. Et je vous pose la question que tout le pays se posait ce matin-là. À quoi sert une escorte qui s'arrête à la porte? Quant au butin, il faut le dire une fois pour toutes, avec la brutalité des faits. L'argent de Strasbourg n'a jamais été retrouvé. Pas un sac, pas une liasse, pas une coupure identifiée. 11 680 000 francs, évaporés dans l'économie française de 1971 comme une goutte d'encre dans le Rhône. Et c'est là que la nature même du butin explique l'impunité. Des billets de banque anonymes, dans un pays sans traçabilité des espèces, destinés à payer des pensions, c'est-à-dire précisément le type de coupure usagée et banale qui circule partout. Pas de numéro de série exploitable en pratique, pas d'obligation déclarative, pas de plafond de paiement en liquide. Le gang n'avait même pas besoin de blanchir au sens moderne du terme. Il lui suffisait de dépenser lentement, dans une économie qui fonctionnait elle-même au liquide. 50 ans plus tard, ce sont les analyses de Tracfin et les rapports d'Europol qui documentent le problème inverse. Des réseaux qui croulent sous des tonnes de liquide qu'ils ne savent plus réinjecter sans se faire voir. Entre les deux,
toute l'histoire de la lutte anti-blanchiment. Le gang des Lyonnais, lui, a opéré dans l'âge d'or, celui où l'argent volé devenait, sitôt la porte franchie, de l'argent tout court. Mais pour comprendre ce que devient 1 milliard d'anciens francs entre les mains d'une équipe de braqueurs, il faut maintenant suivre l'argent. Et là encore, ce qu'on découvre, ce n'est pas le génie des voleurs. C'est le vide sidéral du système. Posez-vous la question, en 1971, qu'est-ce qui empêche un ferrailleur officiellement sans fortune de dépenser des dizaines de milliers de francs en liquide dans un casino, d'acheter un chalet à la montagne, de régler un château comptant? La réponse est simple, rien, absolument rien. La cellule française de renseignement financier, Tracfin, ne sera créée qu'en 1990, dans la foulée du sommet des 7 grandes puissances industrialisées réunies à l'Arche de la Défense et de la création du groupe d'action financière, le GAFI. La première grande loi française contre le blanchiment des capitaux date de la même époque. Le délit général de blanchiment n'entrera dans le code pénal qu'en 1996. Autrement dit, dans la France de Georges Pompidou, l'argent liquide ne pose de questions à personne. Les banques n'ont aucune obligation de signalement. Les notaires enregistrent des ventes payées comptant sans sourciller. Les casinos accueillent à bras ouverts des clients dont les poches débordent. Le train de vie n'est pas une preuve, ni même un signalement, c'est tout juste un indice, que la police peut noter dans un rapport, et rien de plus. Et le gang ne s'en prive pas. Les rapports de surveillance de l'époque décrivent Zakarian et Vidal menant grand train, écumant les grands restaurants de la région lyonnaise et les établissements de nuit, notamment le casino de Charbonnières-les-Bains, aux portes de Lyon. Ils investissent dans la pierre, valeur refuge éternel de l'argent mal acquis, dont un chalet à Chamonix, au pied du Mont Blanc, que les policiers placeront discrètement sous surveillance. Mais celui qui pousse le bouchon le plus loin, c'est Johanny Chavel. Le gros Jeannot, l'ancien d'Algérie, l'homme qui se méfiait des bavards, s'offre, payé comptant, le château de Fléchères, une des plus belles demeures du XVIIe siècle de la région, dans l'Ain, au nord de Lyon. Et il y donne des fêtes. De grandes soirées, nombreuses, festives, où le tout venant du milieu lyonnais vient trinquer sous les plafonds à la française. Un repris de justice, fiché au grand banditisme, achète un château historique en billets de banque, et la seule institution que cela dérange, c'est la police judiciaire, qui prend des notes sans pouvoir rien en faire judiciairement. Voilà le système des années 70. Le luxe est insolent, précisément parce qu'il est sans risque. Alors oui, je vous vois venir. C'est l'époque, me direz-vous, on ne pouvait pas savoir. Sauf que ce dossier raconte exactement le contraire. On savait. Les policiers voyaient le train de vie. Ils écrivaient noir sur blanc, dans leurs rapports, que plusieurs membres de l'équipe vivaient très largement au-dessus de leurs moyens déclarés. Le renseignement existait. C'est l'outil juridique qui n'existait pas. Et 50 ans plus tard, quand les magistrats de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée réclament de nouveaux instruments contre les patrimoines des narcotrafiquants, quand le législateur crée enfin en 2025 un parquet national anticriminalité organisée, il mène exactement le même combat. Combler l'écart entre ce que l'État voit et ce que l'État peut prouver. Cet écart, c'est l'oxygène du crime organisé, hier comme aujourd'hui. Mais revenons à Lyon. Car pendant que le champagne coule à Fléchères, la mécanique du gang commence, très discrètement, à se gripper. Et comme souvent dans les dossiers criminels, tout bascule sur des détails minuscules. Premier grain de sable. Le samedi 5 février 1972, à Vénissieux, dans la banlieue lyonnaise. 4 hommes attaquent 3 convoyeurs qui viennent de récupérer les recettes du magasin Carrefour. Sauf que cette fois, rien ne se passe comme prévu. Une fusillade éclate. Johanny Chavel est grièvement blessé. L'équipe repart tout de même avec 1 500 000 francs. Mais la signature du gang, la propreté chirurgicale, vient de se briser. Des coups de feu en pleine zone commerciale. Un blessé dans leur rang. Le mythe de l'équipe intouchable prend du plomb, au sens propre. 3 jours plus tard, un juge d'instruction lyonnais ouvre une information judiciaire contre X pour vol qualifié. Retenez le nom de ce juge, François Renaud. Nous allons beaucoup parler de lui. Deuxième grain de sable, et celui-là est presque comique tant il est banal. Le dimanche 6 février 1972, au lendemain même de la fusillade de Vénissieux,
des gendarmes de la brigade de Saint-Priest effectuent leur tournée de routine sur un chemin de campagne près de Dessines, à l'est de Lyon. Et ils remarquent ce que leur procès-verbal appellera un étrange manège. 2 véhicules arrêtés, une BMW et une estafette, entre lesquels des hommes transbordent quelque chose. À la vue des gendarmes, l'estafette démarre en trombe et disparaît. Le conducteur de la BMW, lui, reste sur place et fournit une explication pour le moins confuse. Il se serait assoupi dans sa voiture et n'aurait rien remarqué de la fourgonnette garée à côté de lui. Les gendarmes n'ont rien contre lui. Ils relèvent son identité et le laissent repartir. L'homme s'appelle Edmond Vidal, ferrailleur, 27 ans, déjà connu de la justice. Un contrôle de routine, un dimanche matin, sur un chemin de terre. C'est tout. Mais c'est tout ce dont une police a besoin quand elle fait son travail. Le renseignement remonte immédiatement au groupe de répression du banditisme du service régional de police judiciaire de Lyon, dirigé par le commissaire Nicolai. Le nom de Vidal est croisé avec les fichiers, gros antécédents, en compagnie notamment d'un certain Jean-Pierre Gandebeuf. Décision immédiate, Vidal est placé sur écoute téléphonique et mis sous surveillance physique. À partir de ce dimanche de février, et sans qu'il le sache, Momon vit dans un aquarium. Les filatures permettent d'identifier 2 de ses relations au train de vie inexplicable, Pierre Zakarian et Michel Silmetsoglou. La toile de l'équipe commence à se dessiner sur les tableaux de la police judiciaire. Et puis il y a le 3e grain de sable, le plus décisif, celui qui a fait tomber plus de bandes que toutes les brigades de France réunies, la parole. À partir du 5 avril 1972, les langues se délient. Un indicateur, pour solder ce que les archives décrivent pudiquement comme une indélicatesse envers le commissaire Pierre Richard, patron de la répression du banditisme au SRPJ de Lyon, met en cause Momon Vidal et Pipo Zakarian dans l'affaire du carrefour de Vénissieux. En juillet, à 480 km de là, le commissaire Lutz, du SRPJ de Strasbourg, recueille les confidences d'un autre indicateur. Le braquage de la Poste, le casse du siècle, serait l'œuvre de Lyonnais que leur milieu surnomme Jeannot, Momon et Patrick. Momon, la police le connaît désormais, c'est Vidal. Jeannot est identifié comme Johanny Chavel, inscrit au fichier du banditisme. Et dans le même temps, un détenu bavard permet de mettre un nom sur Patrick. Pierre Pourrat, le docteur, le fondateur, voilà. En quelques mois, sans un seul flagrant délit, sans une seule preuve matérielle exploitable, la police sait. Elle connaît les noms, les rôles, les surnoms, les adresses. Le problème, et c'est tout le drame de ce dossier, c'est que savoir n'est pas prouvé. Un tuyau d'indicateur ne se plaide pas devant une cour d'assises. Une silhouette en blouse grise ne s'identifie pas. Un butin en petite coupure ne se trace pas. La police des années 70 voit le gang comme à travers une vitre, parfaitement nettement, et sans pouvoir le toucher. Pendant ce temps, le gang continue. Le samedi 28 octobre 1972, à Mulhouse, une équipe entre dans l'hôtel des Postes sans effraction et sans témoin et vide méthodiquement les coffres de 11 708 600 francs. 11 708 600 francs, à 30 000 francs près, le montant exact du butin de Strasbourg. La 2e poste alsacienne, vidée en 16 mois, un mode opératoire cousin, un butin jumeau. Les enquêteurs font évidemment le rapprochement entre les 2 casses. Mais ni l'un ni l'autre ne seront jamais élucidés à l'instruction. Je répète, parce que c'est un point central de ce dossier, les 2 plus gros vols de fonds publics de la décennie, plus de 23 millions de francs à eux deux, n'ont jamais donné lieu à la moindre condamnation. 3 jours après Mulhouse, le 31 octobre, la Banque populaire de Chalon-sur-Saône est frappée à son tour. La liste des braquages attribués s'allonge. Les établissements Champier à Tarare, la Société Générale de Chazelles-sur-Lyon, celle de Feurs, le Crédit Lyonnais de Nevers, Lagneux, Roanne, Bourg-en-Bresse, Dole, Vienne. Toute la géographie de la France moyenne, celle des sous-préfectures et des places de marché, celle où les fourgons sont moins blindés et les commissariats moins étoffés. Le gang ne s'attaque presque jamais aux forteresses. Il s'attaque aux angles morts de la carte. Mais pour comprendre la chute du gang des Lyonnais, il ne faut pas seulement regarder la police. Il faut regarder le gang lui-même. Parce que ce qui va détruire cette équipe de l'intérieur,
ce n'est pas une descente à l'aube. C'est ce qui détruit toutes les organisations criminelles depuis que le monde est monde: l'argent, la jalousie et la peur. La réussite des Lyonnais, financière autant que médiatique, suscite des convoitises dans la pègre locale. Et au premier rang des mécontents, il y a le parrain lui-même, Jean Auger. Selon les récits reconstitués par les enquêteurs et les auteurs qui ont documenté l'affaire, Auger estime que le gang lui est redevable, car il l'aurait aidé logistiquement pour le casse de Strasbourg. Un service de parrain, ça se rembourse. Alors quand Auger a besoin de liquidités pour financer, d'après ces mêmes sources, un achat de stupéfiants, il emprunte 500 000 francs à l'équipe. Puis il refuse de rembourser. Qui irait réclamer sa créance au parrain de Lyon? Vous connaissez la réponse: dans un monde sans contrat, sans tribunaux, sans recours. Personne ne réclame. On solde. Un vendredi de 1973, Jean Auger est abattu de plusieurs balles de gros calibre dans une rue de Caluire-et-Cuire, sur les hauteurs de Lyon. L'assassinat du parrain, jamais élucidé lui non plus, décapite l'ordre ancien du milieu lyonnais et déclenche une série de règlements de compte. Je ne vous dirai pas qui a tué Jean Auger, pour une raison simple. La justice ne l'a jamais établi, et je ne suis pas juge. Je lis les dossiers. Mais ce que les dossiers montrent, c'est l'onde de choc. Dans un écosystème criminel, quand la figure d'autorité tombe, ce n'est pas la paix qui s'installe, c'est la paranoïa. Et la paranoïa gagne le cœur même du gang. Joanny Chavel, le gros Jeannot, n'est plus l'homme discret des débuts. Ses dépenses sont devenues folles, ostentatoires, dangereuses. Le château, les fêtes, le train de vie de milliardaire au vu et au su de toute la région. Pour ses associés, chaque bouteille débouchée à Fléchère est un projecteur braqué sur l'équipe entière. Ils tentent de le raisonner, puis, selon les récits recueillis au fil des années, de l'intimider. Rien n'y fait. Et Chavel, de son côté, sombre dans la méfiance, il confie à Michel Silmetzoglou qu'il pense que leurs associés vont les trahir, peut-être même le tuer. L'homme qui avait quitté un partenaire parce qu'il parlait trop est devenu, aux yeux des siens, le maillon le plus voyant et le plus incontrôlable de la chaîne. En 1973, Joanny Chavel disparaît. Purement et simplement. Plus une trace, plus un signe de vie, nulle part, jamais. Son corps ne sera jamais retrouvé. Vraisemblablement victime d'un assassinat, écrivent les enquêteurs, sans pouvoir en dire plus. Et il faudra attendre 2010, 37 ans plus tard, pour que sa sœur obtienne d'un tribunal un jugement de déclaration d'absence, cette procédure du Code civil qui permet de déclarer juridiquement morte une personne dont on n'a plus aucune nouvelle. 37 ans pour qu'un tribunal écrive ce que tout Lyon murmurait depuis l'automne 73. Voilà ce que devient l'associé encombrant d'une équipe criminelle. Une ligne dans un registre d'état civil, sans tombe et sans procès. Le crime organisé ne licencie pas, il efface. Et à la tête de ce qui reste du gang, un homme s'impose désormais comme le maître à penser, Edmond Vidal, Momon. Le chauffeur est devenu le patron. Pendant ce temps, côté État, la machine s'organise enfin. Et il faut être honnête, sur ce dossier, la police judiciaire française a fait, avec les outils de son époque, un travail considérable. Le 1er juillet 1974, le juge François Renaud ouvre une information judiciaire pour association de malfaiteurs. Ce choix de qualification, retenez-le, c'est le tournant juridique de toute l'affaire. L'association de malfaiteurs, héritière des vieilles lois du XIXe siècle contre les bandes organisées, permet de poursuivre non pas un braquage précis, qu'il faudrait prouver, mais le fait même de s'être entendu pour préparer des crimes. C'est l'arme des dossiers sans flagrant délit. C'est exactement, un demi-siècle avant l'heure, la logique qui gouvernera plus tard les grandes lois françaises contre la criminalité organisée. De la loi Perben II de 2004, créant les juridictions interrégionales spécialisées jusqu'aux instruments actuels contre les réseaux de narcotrafic. Quand l'État ne peut pas prouver le crime, il poursuit l'organisation. Le juge Renaud, avec ses méthodes de terrain, ses indicateurs, ses nuits dans les mêmes bars que les truands, ce style de cow-boy qui lui vaut dans le milieu le surnom de shérif, devient le fer de lance judiciaire de la traque. Sur le terrain, le dispositif policier est massif pour l'époque. Le commissaire Pierre Richard, du SRPJ de Lyon, coordonne l'enquête avec l'appui de l'Office central pour la répression du banditisme, emmené par le commissaire Charles Pellegrini,
et de la gendarmerie. Les effectifs confortables permettent de multiplier les filatures. Et pourtant, malgré des mois de surveillance, les enquêteurs ne parviendront jamais, je dis bien jamais, à prendre les Lyonnais en flagrant délit. L'équipe est devenue d'une méfiance maladive. Le point culminant de cette frustration porte un nom de code, l'opération Chacal, déclenchée par le commissaire Richard, avec un dispositif de 118 policiers et gendarmes. L'objectif, intercepter l'équipe au retour d'un braquage, le butin encore dans le coffre, la preuve enfin matérialisée. 118 hommes, et l'opération échoue. Les Lyonnais passent entre les mailles. Réfléchissez à ce que cela signifie. L'État français mobilise l'équivalent d'une compagnie entière contre une dizaine de voyous, et repart bredouille. Ce n'est pas une anecdote. C'est le symptôme d'un rapport de force que la République découvre alors avec stupeur et qu'elle redécouvrira à chaque génération criminelle suivante, face à une organisation disciplinée, compartimentée et patiente, le nombre ne suffit pas. Alors, si le flagrant délit est impossible, que reste-t-il? Il reste la décision politique. Fin 1974, le contexte a changé. Valéry Giscard d'Estaing vient d'être élu président de la République au mois de mai, Jacques Chirac est Premier ministre et Michel Poniatowski tient le ministère de l'Intérieur. Le nouveau pouvoir veut des résultats visibles sur la sécurité. Selon certaines sources journalistiques et policières, l'ordre serait alors venu de la place Beauvau, courant décembre, interpellé, même si le seul motif solide est l'association de malfaiteurs. Cette version d'une commande politique a toujours été formellement démentie par Honoré Gévaudan, alors chargé des affaires criminelles à la direction centrale de la police judiciaire, qui a supervisé l'enquête, et qui rappelait qu'en droit français, la direction d'une information judiciaire appartient au seul juge d'instruction, pas au ministre. Je vous donne les deux versions, parce que les deux existent dans les archives, et que trancher entre elles reviendrait à écrire l'histoire avec des soupçons. Ce qui est certain, en revanche, c'est le résultat. En décembre 1974, la police frappe. Une trentaine d'hommes et de femmes sont interpellés dans un vaste coup de filet à travers la région lyonnaise. La légende, entretenue par le cinéma, retiendra l'image d'arrestations en pleine fête de famille. Les registres judiciaires, eux, retiennent des chiffres. Sur la trentaine de personnes arrêtées, 13 seront inculpées. Le gang des Lyonnais, en tant qu'organisation opérationnelle, cesse d'exister ce mois de décembre-là. 7 ans de braquage, terminés sans un coup de feu, sur une qualification juridique de repli. Mais 2 hommes manquent à l'appel. Nicolas Kaklamanos, Nick le Grec, échappe à la vague d'arrestations et se réfugie en Espagne, sa base arrière, du temps de la bande du Gros Caillou. Et en 1975, Pierre Pourrat, le fondateur, s'évade de la prison de Valence avec la complicité d'un surveillant. Relisez cette phrase. Avec la complicité d'un surveillant. Même les murs de la République avaient des portes de service. Le gang est tombé. L'histoire devrait s'arrêter là, avec un procès et des condamnations. Elle ne s'arrête pas là, parce que 7 mois après le coup de filet, dans la nuit du 2 au 3 juillet 1975, la France va franchir une ligne qu'elle n'avait plus franchie depuis l'occupation. Il est environ 2h40 du matin, ce jeudi 3 juillet, quand le juge François Renault rentre chez lui, après un dîner chez des amis. Pour lui, l'heure n'a rien de tardif. Le shérif est un octambule assumé, un habitué des bars de nuit lyonnais, un juge qui enquête là où vivent ceux qu'il instruit. Il gare sa BMW montée de l'Observance, dans le 9e arrondissement de Lyon, à quelques mètres de son domicile, l'immeuble La Vigie, et rejoint sa compagne qui l'a suivi dans sa propre voiture. C'est à ce moment qu'un autre véhicule surgit à vive allure. Selon le témoignage de la jeune femme, des hommes cagoulés en descendent. Le juge tente de protéger sa compagne, cherche un abri derrière une voiture en stationnement. L'un des tueurs le rejoint. François Renault est abattu de 3 balles de calibre 38 spécial, dont 2 dans la nuque, à bout portant. Les tueurs disparaissent dans la nuit. Le magistrat meurt sur le pavé de sa rue, à 52 ans. C'est la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale qu'un juge est assassiné en France. 2 balles dans la nuque, à bout portant, les enquêteurs le diront eux-mêmes, ce n'était pas un avertissement qui a mal tourné. C'était une exécution. Et là, je dois être avec vous d'une précision chirurgicale, parce que ce dossier-là est un champ de mines.
L'assassinat du juge Renaud n'a jamais été élucidé. Jamais. 51 ans après les faits, personne n'a été condamné pour ce crime. Et les tueurs n'ont jamais été formellement identifiés. Les soupçons, eux, ont fusé dans toutes les directions, et il faut les regarder en face, en les nommant pour ce qu'ils sont. Des soupçons. Premier cercle de suspicion, évidemment. Le gang des Lyonnais, dont le juge instruisait le dossier, à quelques mois du procès. Edmond Vidal, pourtant incarcéré et à l'isolement au moment des faits, est immédiatement suspecté par une partie de la presse et des enquêteurs d'avoir commandité l'assassinat depuis sa cellule. Sa réponse est inhabituelle pour un homme du milieu. Dès le 7 juillet 1975, 4 jours après le crime, il fait publier dans le quotidien Le Progrès, par l'intermédiaire de son avocat, une lettre dans laquelle il clame son innocence. Vidal niera toute implication jusqu'à son dernier souffle, et aucune charge n'a jamais été retenue contre lui dans ce dossier. Deuxième cercle de suspicion, plus vertigineux, la piste politique. Car le juge Renaud, au moment de sa mort, ne s'intéressait pas qu'au braquage. Il tirait des fils qui remontaient, selon plusieurs témoignages et enquêtes journalistiques, vers les liens supposés entre le grand banditisme et certaines officines politiques, au premier rang desquelles le service d'action civique, le SAC, cette association de soutien au général de Gaulle, souvent décrite comme une police parallèle aux méthodes musclées. Des sources ont affirmé que certains proches du gang, comme Jean Auger, auraient été liés au SAC, et le journaliste Patrice Chéroff a publié dès 1975 des témoignages anonymes suggérant qu'une partie du butin de Strasbourg aurait pu alimenter des financements politiques occultes à droite de l'échiquier. La veille de sa mort, le juge aurait confié à son fils Francis, alors âgé de 20 ans, qu'il était sur une grosse affaire et qu'il risquait peut-être sa vie. Alors, que faut-il en penser? Voici ce que disent les documents officiels. La commission d'enquête parlementaire sur le SAC, en 1982, n'a pas retenu l'appartenance de Jean Auger au service, démenti par son secrétaire général Pierre de Bizet. Aucun lien entre le butin de Strasbourg et un financement politique n'a jamais été démontré. Et aucun commanditaire de l'assassinat du juge n'a jamais été désigné par la justice. Ce que je constate, moi, c'est autre chose, et c'est peut-être plus grave que toutes les théories. Un magistrat de la République a été exécuté en pleine rue, dans la deuxième ville de France, et l'État n'a jamais été capable de dire par qui ni pourquoi. Sa tombe, au cimetière du Père-Lachaise, sera même profanée en 2007. Voilà le vrai scandale du dossier Renaud. Pas les hypothèses, l'échec. Et l'année 1975 n'en a pas fini avec Lyon. Le 9 décembre, 5 mois après l'assassinat du juge, un enfant de 9 ans est enlevé. Christophe Mérieux, fils du principal actionnaire de l'Institut Mérieux, fleuron lyonnais et mondial de l'industrie du vaccin. Les ravisseurs exigent 20 millions de francs. Le père paye, et l'histoire retiendra un détail presque grotesque. Sur les 20 millions demandés, les ravisseurs, dans la précipitation de la remise de rançon, en oublient 5 sur le siège de la voiture du père. 15 millions de francs empochés. L'enfant est libéré vivant. L'enquête, elle, va ramener les policiers en terrain connu. Sur un enregistrement téléphonique des ravisseurs, la police reconnaît la voix de Louis Guillot, dit la Carpe, un truand gravitant dans l'orbite du gang, proche de Caclamanos, dont le nom revenait déjà avec insistance dans les investigations sur l'assassinat du juge Renaud. Guillot sera condamné à 20 ans de réclusion pour le rapt, il en purgera 14. Les empreintes relevées dans le dossier mènent aussi à Jean-Pierre Marin, lui aussi soupçonné par les enquêteurs d'avoir pu participer au meurtre du juge. Marin ne sera jamais jugé pour quoi que ce soit. Il est abattu lors de son interpellation en 1976. Un enlèvement d'enfants contre rançon dans la France giscardienne, visant l'une des plus grandes fortunes industrielles du pays. Le crime organisé lyonnais des années 70 ne se contentait pas des fourgons. Il testait toutes les frontières et l'État courait derrière chacune d'elles. Vient enfin l'heure du procès. Et croyez-moi, ce procès mérite qu'on s'y arrête, parce que son bilan est l'une des pièces les plus instructives de tout le dossier. Le procès s'ouvre en 1977, devant la cour d'assises du Rhône, à Lyon. Dans le box et à la barre, 16 hommes, jugés pour 8 attaques à main armée, attribuées au gang des Lyonnais.
8. Sur plus de 30 braquages recensés par la police. Faites le calcul, moins d'un tiers des faits attribués a pu être porté devant une cour. Et surtout, regardez ce qui ne figure pas au programme des débats. Strasbourg. Le casse du siècle, le milliard d'anciens francs, le braquage le plus retentissant de l'histoire criminelle française d'après-guerre, n'est pas jugé. Il ne le sera jamais. Ses auteurs, identifiés dès 1972 par les tuyaux des indicateurs, ne seront jamais confrontés à ce dossier, faute de preuves judiciairement exploitables. Mulhouse non plus. Les 2 casse jumeaux d'Alsace resteront non élucidés à l'instruction, pour l'éternité procédurale. L'ambiance du procès, elle, est électrique. Entre-temps, le juge Renaud, qui avait ouvert l'information judiciaire, a été assassiné. Et les rumeurs de collusion entre le gang, le SAC et le monde politique brouillent les débats. Les absents pèsent autant que les présents. Joanny Chavel, disparu depuis 4 ans, et Pierre Pourrat, évadé de Valence, sont condamnés à mort par contumace, cette procédure de l'époque qui permettait de condamner les fuyards en leur absence. Peine symbolique pour un fantôme et un cavaleur. Pour les présents, la Cour rend son verdict. 5 ans de réclusion pour Jean-Pierre Mercarian, 8 ans pour Michel Silmetsoglou et pour Robert Gandebeuf, 10 ans pour Pierre Zakarian et pour Edmond Vidal, 15 ans pour Jean-Pierre Gandebeuf, la peine la plus lourde. Un seul homme est acquitté, André Benarab. Retenez son nom 30 secondes, le temps que je vous dise ce qu'il est devenu. Le 22 juin 1977, quelques semaines après le procès, l'unique acquitté du dossier est abattu dans son bar, le Chambéry, rue Sainte-Catherine à Lyon, un établissement qui servait, selon la police, de couverture à toutes sortes d'activités illicites. Acquitté par la cour d'assises, exécuté par la rue. Dans le Lyon de ces années-là, il existait manifestement 2 justices, et la seconde ne connaissait pas l'appel. Alors posons le bilan, froidement, chiffre par chiffre, parce que c'est le seul langage honnête. Plus de 30 braquages attribués. 8 jugés. 1 milliard d'anciens francs envolés à Strasbourg, jamais retrouvés, jamais jugés. Presque autant à Mulhouse, jamais élucidé. Un parrain assassiné, dossier jamais élucidé. Un membre fondateur disparu, corps jamais retrouvé. Un juge de la République exécuté, crime jamais élucidé. Un acquitté abattu, crime jamais élucidé. Et en face, des peines de 5 à 15 ans de réclusion, dont les plus lourdes seront rabotées par le jeu des remises de peine. Edmond Vidal, condamné à 10 ans, sort de prison en juin 1982. Voilà le score final du match entre la République française et le gang des Lyonnais. Je vous laisse décider qui a gagné. Mais pour mesurer vraiment ce que ce dossier dit du système, il faut suivre ces hommes après le procès. Parce que la fin d'un gang, ce n'est jamais un générique de fin. C'est une lente dispersion, et chaque trajectoire individuelle est une leçon. Pierre Pourrat, le fondateur, le docteur, l'évadé de Valence, est repris 2 ans après son évasion. Il meurt d'un cancer en 1981, juste après avoir bénéficié d'une grâce médicale. L'homme qui a créé l'équipe la plus recherchée de France meurt libre sur le papier, malade dans les faits, sans avoir jamais répondu de Strasbourg. Nicolas Kaklamanos, Nick le Grec, le professionnel au sang-froid, vit 15 ans de cavale dorée en Espagne. Puis, le 9 janvier 1989, il commet l'erreur de se croire oublié. De retour à Lyon, il est abattu devant le bar Le Berthelot, avenue Berthelot. Le milieu a la mémoire plus longue que les tribunaux. Michel Silmetsoglou, Michel le Grec, est retrouvé mort dans les bois de Bétan, dans l'Ain, le corps brisé, à la fin des années 80. Jacques Grandjean, dont le nom circule dans les reconstitutions comme possible participant du casse de Strasbourg, sans que la justice l'ait jamais établi, se reconvertit selon les enquêteurs dans le trafic de stupéfiants depuis Marbella, sur la côte espagnole. Le 5 octobre 1996, il y est tué avec sa compagne. Dans sa villa, la police espagnole trouve de l'argent en quantité et 560 kilos de hashish. Et cette villa de Marbella, je veux que vous la regardiez bien, parce qu'elle raconte à elle seule la grande bascule de l'histoire criminelle européenne. Les braqueurs des années 70, en vieillissant, ont massivement migré vers la drogue. Le braquage rapportait 1 milliard une fois, avec un risque maximal. Le trafic rapporte 1 milliard en continu, avec un risque dilué.
la génération des fourgons a enfanté la génération des go-fast, puis celle des conteneurs. Le fil est direct. Il part de l'avenue de la Marseillaise à Strasbourg et il arrive, 50 ans plus tard, aux terminaux du Port of Antwerp-Bruges et au point de deal des métropoles françaises. Vous voulez une preuve que ce fil est réel, pas une figure de style? La voici, et elle est vertigineuse. Jean-Pierre Gandebeuf. Christo, l'homme condamné à 15 ans en 1977, la peine la plus lourde du procès, n'a jamais quitté la route du banditisme. De 2000 à 2015, il purge une peine de prison dans le cadre de l'affaire dite Topaz, un dossier de stupéfiants. Et en mars 2016, à un âge où d'autres jouent à la pétanque, il est mis en examen pour association de malfaiteurs et placé sous contrôle judiciaire par un juge d'instruction de la juridiction interrégionale spécialisée de Marseille, soupçonné d'avoir aidé à l'organisation d'un trafic de cocaïne. Je rembobine pour vous. Un homme entré dans le grand banditisme sous De Gaulle, jugé sous Giscard, se retrouve mis en examen sous Hollande, dans un dossier de cocaïne, par une juridiction spécialisée, créée en 2004 précisément parce que les outils judiciaires ordinaires ne suffisaient plus contre le crime organisé. Une carrière criminelle qui enjambe la moitié de la Ve République. Quand je vous dis que ce n'est pas une histoire de monstre, mais une histoire de système, c'est exactement de cela que je parle. Les individus vieillissent, les organisations mutent, et les failles, elles, se transmettent de génération en génération comme un patrimoine. Et Edmond Vidal alors? Momon, le ferrailleur devenu patron, le dernier visage du gang? Sa trajectoire à lui est la plus troublante, précisément parce qu'elle ressemble à une rédemption. Sorti de prison en juin 1982, grâce aux remises de peine, il ouvre un magasin de textile à Lyon. Il travaille. Il élève ses enfants puis ses petits-enfants. Pendant 3 décennies, plus rien. Pas une condamnation, pas un dossier. L'ancien chef du gang le plus célèbre de France devient un commerçant lyonnais parmi d'autres. Puis vient 2011, l'année du grand récit, le film d'Olivier Marchal, Les Lyonnais, avec Gérard Lanvin, dans le rôle inspiré de Vidal, sort en salle au mois de novembre, et Vidal publie au même moment son autobiographie, Pour une poignée de cerises, dans laquelle il revendique enfin, prescription oblige, le casse de Strasbourg. La boucle médiatique se referme. Le braqueur devient légende. La légende devient produit culturel. Et la France, qui adore ses bandits d'honneur depuis Cartouche et Mandrin, s'offre un dernier frisson rétro. Edmond Vidal s'éteint dans la nuit du 8 au 9 septembre 2024, à l'âge de 79 ans, des suites d'un cancer du pancréas. Les nécrologies saluent presque unanimement le dernier des grands voyous à l'ancienne, l'homme qui n'a jamais donné personne, le braqueur qui ne tirait pas. Et je comprends la tentation de ce récit. Mais mon travail, ici, c'est de poser à côté de la légende les lignes du dossier que la légende oublie. Le juge Renaud n'a pas eu de rédemption. Les postiers de Strasbourg, tenus en joue par des armes automatiques un matin de juin, n'ont pas signé de dédicace. Les milliers de retraités alsaciens dont les pensions sont parties dans 8 sacs postaux n'ont pas eu de biopic. Et Christophe Mérieux, l'enfant de 9 ans enlevé en décembre 1975 par des hommes de la même galaxie criminelle, n'a pas choisi de figurer dans cette histoire. La fascination est libre. L'amnésie, non. Et puisque nous parlons de mémoire, il faut regarder une dernière pièce du dossier, ce que cette affaire a fait à la France elle-même. Parce qu'un dossier criminel de cette ampleur ne se referme jamais vraiment. Il se sédimente. Il change les institutions, il change les lois, et il change les récits qu'un pays se raconte sur lui-même. Côté institutions, d'abord. La décennie du gang des Lyonnais, c'est aussi la décennie où l'appareil policier français comprend qu'il n'est plus dimensionné pour son adversaire. L'affaire mobilise déjà, nous l'avons vu, l'Office central pour la répression du banditisme, cette structure nationale chargée de coordonner la lutte contre les équipes qui, précisément, ne respectent pas les frontières des services régionaux. Le gang frappait à Chambéry, à Strasbourg, à Mulhouse, à Nevers, à Chalon-sur-Saône, pendant que chaque service régional de police judiciaire travaillait d'abord sur son propre ressort. Un adversaire national contre une police d'organisation territoriale. Le déséquilibre était structurel, et il a fallu des affaires comme celle-ci pour imposer l'idée, devenue banale aujourd'hui, que le crime organisé se combat à l'échelle où il opère. C'est la même logique.
poussé toujours plus loin à mesure que l'adversaire s'internationalisait, qui produira les offices centraux spécialisés, puis les juridictions interrégionales, puis les agences européennes, comme Europol et Eurojust, jusqu'aux équipes communes d'enquête franco-belgo-néerlandaises des grands dossiers portuaires actuels. Chaque étage de cet édifice a été construit sur un constat d'échec. Et l'un des tout premiers constats, chronologiquement, porte la signature invisible du gang des Lyonnais. Côté justice, ensuite. La mort du juge Renaud a laissé dans la magistrature française une cicatrice durable et étrangement silencieuse. François Renaud n'était pas seulement le shérif des truands lyonnais. Ancien résistant, entré dans la résistance en 1943 pour échapper au travail obligatoire, il comptait aussi parmi les fondateurs du syndicat de la magistrature, né dans le sillage de mai 68. Un juge engagé, clivant, moderne avant l'heure dans ses méthodes et dans ses ennuis. Son assassinat a inspiré dès 1977 un film d'Yves Boisset, Le juge Fayard, dit le shérif, tourné à chaud, en pleine instruction du procès des Lyonnais. Une plaque commémorative rappelle aujourd'hui sa mémoire dans la salle des pas perdus du palais de justice de Lyon, et son fils a co-réalisé, 40 ans après les faits, un documentaire diffusé par le service public. Mais aucune plaque, aucun film, aucune bande dessinée ne remplace ce que la République lui doit toujours, un verdict. Quand, des décennies plus tard, l'État français créera des dispositifs de protection renforcés pour les magistrats exposés des dossiers de criminalité organisée. Quand les rapports d'enquête sénatoriaux sur le narcotrafic recommanderont de sécuriser les juridictions spécialisées, personne ou presque ne citera le nom de Renaud. Et pourtant, tout part de là. Il est le précédent que tout le monde connaît et que personne ne nomme. Le rappel que l'intimidation ultime de la justice n'est pas, en France, une hypothèse d'école. Elle a déjà eu lieu, elle a réussi, et elle est restée impunie. Côté récit, enfin. Regardez la production culturelle née de ce dossier, car elle est un objet d'étude à elle seule. Dès 1980, la télévision française diffuse La Traque, une mini-série en 4 épisodes inspirée de la chasse aux gangs, avec, déjà, Gérard Lanvin dans le rôle du chef de bande, le même acteur qui incarnera Vidal 31 ans plus tard au cinéma. En 2010, une chaîne du câble consacre un long documentaire aux casses de Strasbourg. En 2011, tout converge. Le film d'Olivier Marchal en salle, l'autobiographie de Vidal en librairie, une bande dessinée lyonnaise sur le gang, les plateaux de télévision qui se disputent Momon. La France s'est construit, en 40 ans, une véritable économie de la mémoire autour de cette équipe, avec ses codes récurrents, l'amitié d'enfance, le vol de cerises fondateur, la loyauté, le refus de la balance, l'honneur des anciens contre la sauvagerie des modernes. Je ne méprise pas ce récit. Il dit quelque chose de vrai sur le besoin des sociétés de donner un visage humain à ce qui leur échappe. Mais je vous demande de remarquer ce que ce récit fait disparaître à chaque itération, l'État. Dans la légende, il n'y a que des voyous magnifiques et des policiers obstinés. Il n'y a jamais le protocole d'escorte qui s'arrête à la porte, jamais l'absence de loi sur le blanchiment, jamais le fossé entre le renseignement et la preuve, jamais le surveillant qui ouvre la porte de l'évasion, jamais l'instruction refermée sur 2 cases jumeaux non élucidées. La légende individualise tout, et en individualisant, elle absout le système. C'est exactement pour cela que cette chaîne existe, pour remettre le système dans le cadre, à la place qui est la sienne. Au centre. Il nous reste une dernière chose à faire ensemble, et c'est la plus importante. Il faut démonter la mécanique, parce que si ce dossier vaut d'être raconté 50 ans plus tard, ce n'est pas pour la nostalgie des estafettes. C'est parce que chacune des failles qui ont permis au gang des Lyonnais d'exister éclaire, en miroir, les failles d'aujourd'hui. Première faille, la protection qui s'arrête à la porte. À Strasbourg, l'escorte policière couvrait la voie publique et abandonnait les fonds dès le seuil du bâtiment franchi. Le gang n'a pas vaincu la sécurité. Il a exploité la jointure entre 2 périmètres de responsabilité. 50 ans plus tard, relisez les rapports d'Europol et les travaux parlementaires sur les grands ports européens. La cocaïne n'entre pas en Europe en forçant les défenses du Port of Antwerp-Bruges, de Rotterdam ou du Havre. Elle entre par les jointures, le conteneur que la douane ne peut pas ouvrir faute d'effectifs. Le créneau entre 2 services,
le sous-traitant que personne ne contrôle, le docker corrompu qui déplace une boîte de 20 tonnes avec un badge parfaitement valide. Le crime organisé ne combat presque jamais le système frontalement. Il se glisse dans les interstices que le système laisse entre ses propres services. La blouse grise de 1971 et le badge portuaire de 2026 sont exactement le même objet, un vêtement de légitimité. Deuxième faille, l'argent sans question. Le château de Fléchère payé comptant, le chalet de Chamonix, les nuits au casino de Charbonnières-les-Bains. Tout cela était possible parce que la France d'avant Tracfin, d'avant le GAFI, d'avant le délit de blanchiment, ne demandait jamais d'où venait l'argent. On a bâti depuis un arsenal entier. Déclaration de soupçons, gel des avoirs, confiscation élargie, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués. Et pourtant, à chaque grand dossier contemporain, les magistrats spécialisés répètent le même constat que leurs prédécesseurs de 1972. Le nerf de la guerre, c'est le patrimoine, et le patrimoine reste l'angle mort. L'argent des réseaux d'aujourd'hui ne dort plus dans un château de lin. Il circule dans l'immobilier de Dubaï, dans des sociétés écrans, dans des circuits de compensation informels que les enquêteurs mettent des années à documenter. La forme a changé. La course-poursuite, non. Et elle est toujours perdue par celui qui court derrière. Troisième faille, la preuve. C'est la leçon centrale du dossier. La police savait, dès 1972, qui avait fait Strasbourg. Elle avait les noms, les surnoms, les adresses, les écoutes, les filatures. Et cela n'a servi à rien devant une cour d'assises, parce que le renseignement n'est pas la preuve. Il a fallu se rabattre sur l'association de malfaiteurs, juger 8 braquages sur 30 et laisser le casse du siècle impuni pour l'éternité. Ce fossé entre savoir et prouver, c'est le champ de bataille permanent de la lutte contre le crime organisé. C'est pour le combler qu'on a créé les juridictions interrégionales, spécialisées en 2004, la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée, et récemment, le parquet national anticriminalité organisée. C'est pour le combler que les enquêteurs européens ont fait tomber les messageries chiffrées EncroChat et SkyECC, transformant d'un coup des années de soupçons en tonnes de preuves écrites. Et c'est ce même fossé qui, chaque fois qu'il se rouvre, offre au crime une génération de tranquillité. Quatrième faille, la plus sombre, l'intimidation de la justice elle-même. Un juge d'instruction de la République a été exécuté de 2 balles dans la nuque pour un mobile que l'État n'a jamais su établir, et son assassinat est resté impuni. Pendant des décennies, la France a voulu croire que le dossier Renault était une anomalie, un accident d'époque, un fantôme des années de plomb. Puis sont venus les assassinats de magistrats antimafia en Italie, les menaces documentées contre des magistrats et des enquêteurs français dans les dossiers de narcotrafic contemporains, les surveillants pénitentiaires tués en service. La question que posait le corps du juge Renault sur le pavé de la montée de l'Observance en juillet 1975 est toujours ouverte. Que vaut un État de droit si ceux qui l'incarnent peuvent être tués sans que l'État sache par qui? Alors voilà le dossier du gang des Lyonnais, débarrassé de sa musique de film. Une équipe d'hommes issus des marges, formés par les institutions mêmes qui prétendaient les redresser, qui ont lu les protocoles de l'État plus attentivement que l'État lui-même, et qui ont prospéré une décennie entière dans les interstices d'un système sans outils. 1 milliard d'anciens francs jamais retrouvés. Un juge jamais vengé par la justice. Des morts sans procès, et des procès sans les morts. Et une légende dorée qui recouvre le tout, comme une bâche sur un chantier abandonné. La vraie question de ce dossier n'est pas de savoir qui a braqué Strasbourg. Au fond, tout le monde le sait depuis 2011, et l'auteur lui-même l'a écrit de son vivant. La vraie question n'est pas qui a tiré, ni qui a volé. C'est à qui profite que rien ne change. À qui profite qu'un demi-siècle plus tard, les ports aient remplacé les postes, les conteneurs les fourgons, les cryptophones les accents contrefaits, et que le fossé entre savoir et prouver soit toujours béant. Dites-le moi en commentaire. Je lis tout, et vos réponses nourrissent les prochains dossiers. Et si ce dossier vous a fait voir l'ampleur du problème, si vous avez compris ce soir que le casse du siècle n'était pas un exploit de voyous, mais la radiographie d'un État en retard d'une guerre, alors soutenez la chaîne. Un like, un abonnement, un partage,
C'est ce qui permet de continuer à ouvrir les archives, à croiser les rapports, à démonter ce système, dossier après dossier, sans dépendre de personne. La prochaine fois, nous quitterons les années 70, mais nous ne quitterons pas les failles. Elles n'ont jamais quitté la France. Ici, on n'enquête pas sur des monstres. On démonte un système qui a lâché. À très vite dans le prochain dossier.